quand on parle d'un sujet, effectivement, et qu'on est dans une démarche constructive et non pas dogmatique, avec une façon un peu méprisante, condescendante de dire je connais parce que je serai algérien moi-même. On peut en discuter de son algérianité. Ils se vantent quand même de dire qu'il se bat pour la France, mais bon, ça, le débat. Et qu'il est moitié italien aussi. On peut en discuter beaucoup de choses. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, sur ce 15e épisode du DZ Podcast. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode. Aujourd'hui, on reçoit deux invités que vous connaissez. C'est les deux invités que j'avais reçus lors du dernier épisode, l'épisode 14, il y a de cela 10 mois. Donc on reçoit Gamal Abina, qui est expert en questions internationales, que vous voyez, que vous regardez, que vous suivez quotidiennement, parfois sur la chaîne AL24 et sur d'autres chaînes. Et puis on reçoit Nazim Sini, qui est engagé en économie. Et vous êtes tous les deux entrepreneurs d'ailleurs, messieurs, de ce que j'ai compris. Peut-être qu'on pourra aussi parler d'entrepreneuriat et de création d'entreprises en fait en Algérie dans cet épisode. Déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce 15e épisode. Je vais introduire un peu le sujet. Donc aujourd'hui, on va parler un peu d'économie, de géopolitique. On voit qu'il y a des choses, voilà, il y a beaucoup de choses qui évolue en fait au niveau économique en Algérie. On a vu dernièrement voilà, où ça parlait beaucoup d'agriculture notamment, on va en parler. La première question que je voudrais vous poser, la dernière fois donc on s'est vu lors de l'épisode 14, on avait parlé de l'entrée éventuelle de l'Algérie dans les BRICS. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc la première question que je voudrais vous poser justement pour introduire le sujet, c'est pourquoi finalement, il y a 10 mois, donc l'été dernier, pourquoi est-ce que l'Algérie n'a pas intégré les BRICS comme c'était éventuellement pressenti. Vas-y Gamal, je te laisse commencer après Nazim. Mais simplement d'abord parce que je pense qu'il y a eu un petit peu de confusion entre la vitesse et la précipitation. L'objectif était louable, hein, il n'y a pas de problème. Ça a peut-être mis un coup de fouet dans l'organisme algérien pour qu'il réagisse. Mais il y a une chose qui a manqué. D'abord, des relations bonnes avec l'Inde qu'on n'a pas, évidemment. Des rapports de force difficiles. Beaucoup ont dit que cette intégration n'a pas fonctionné pour des raisons économiques qui sont absolument pas fausses. Le seul élément qu'on peut relever peut-être, c'est le fait que l'Algérie n'est pas encore modernisée, et ils en parlent beaucoup maintenant, le système financier et bancaire, parce qu'on n'est pas du tout inscrit dans l'AMC, on le sait déjà, mais on n'est pas du tout inscrit dans le système bancaire international, on est très très mal placé. Et puis le rapport de dire que c'est une question de PIB, non, ça ne tient pas la route, parce que on sait que l'Égypte, par exemple, l'a intégré, que l'Éthiopie, qui faisait un PIB de 111 milliards, l'a intégré, et que la Turquie, qui faisait un PIB de 1000 milliards, n'a pas intégré. Donc c'est surtout et avant toute chose des rapports peut-être géopolitiques, des rapports d'amitié et de mésentente, puisque 4 pays sur 5 étaient enclins à faire entrer l'Algérie, mais en aucun cas une question de puissance économique. L'Algérie est en croissance constante depuis des années, et s'il devait y avoir une faiblesse, à mon sens, et c'est celle-là sans doute qui a peut-être enlevé cette possibilité de rentrer provisoirement, il va y avoir une nouvelle tentative, c'est une question simplement d'intégration économique et financière au niveau bancaire. Nazim, est-ce que tu partages cette analyse? Est-ce que finalement c'est plutôt de l'ordre politique, ou est-ce que l'Algérie n'est pas encore prête économiquement pour éventuellement avoir une présence pertinente dans cette organisation-là? Non, je pense que mon ami Gamal a résumé un peu les choses, mais moi, je pencherais plutôt pour des raisons diplomatiques, effectivement. Je pense qu'il y a eu peut-être, après, c'est des scénarios probables, qu'il y a eu une sorte de lobby, peut-être, pour justement torpiller la candidature algérienne. Il faut savoir aussi qu'effectivement, nous avons un taux d'ouverture d'internationalisation qui n'est pas aussi fameux. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être sur ça que les BRICS nous ont un peu tenu rigueur, en disant qu'aujourd'hui, par rapport à des pays comme l'Égypte, qui ont une ouverture internationale un peu plus, je veux dire, importante que la nôtre. Et puis aussi, faut dire ce qui est. Je pense qu'il y avait pas une volonté immédiate de voir l'Algérie intégrer un club aussi prestigieux que les BRICS, pas dans l'immédiat, mais surtout pour des questions de rapport de force, j'allais dire politique. Mais effectivement, Gamal l'a très bien dit, c'est une question de temps, puisqu'il va y avoir des vagues successives d'intégration et de nouvelles adhésions
en 2024, en 2025 et puis tout un processus jusqu'en 2027. Il faut aussi que l'on puisse se remettre en question parce que nous avons des lacunes qui sont criantes, notamment en matière d'industrialisation, en matière, j'ai dit encore une fois, d'ouverture vers l'international, le système financier, Gamal l'a dit. Il faudrait améliorer davantage notre climat des affaires, mais on peut pas juste évoquer la question économique parce que ce n'est pas vrai. Je veux dire, aujourd'hui, si on devait s'en tenir strictement et intrinsèquement sur le potentiel de l'économie algérienne, on avait toute notre place dans les BRICS. Maintenant, est-ce que nous étions prêts? Je me dis avec du recul, une fois qu'on a passé l'émotion, qu'on a laissé passer la déception, que c'était peut-être un mal pour un bien et que ça nous permettra justement de revenir avec de meilleurs atouts et de meilleurs agrégats économiques. Alors justement, en parlant des lacunes aujourd'hui, c'est quoi nos plus grosses lacunes au niveau de l'économie algérienne? J'aimerais rebondir juste sur un petit point. On voit des prédictions de la Banque mondiale, du FMI qui, quand on parle d'un PIB finalement qui avoisinerait les 267 milliards de dollars, qui placerait en fait l'Algérie à la 3e place en termes économiques au niveau africain. Est-ce que déjà ces prédictions sont réalistes? Et est-ce que finalement, et quelles sont les lacunes auxquelles les autorités doivent s'attaquer justement pour faire en sorte qu'on augmente notre PIB et qu'on puisse peser notamment dans le continent africain? Tu veux que je réponde à la question? Allez, j'attaque et après je laisserai la parole à Gamal. Ouais. En fait, pour moi, je vois 3 enjeux pour l'économie algérienne. D'abord, il faut absolument la débureaucratiser. Et ça passe par la digitalisation, ça passe par numériser nos administrations, ça passe par simplifier aussi toutes les démarches auxquelles on est confronté en tant que chef d'entreprise, en tant que coopérateur économique ou même en tant que citoyen. Ça passe aussi par libéraliser certains secteurs d'activité. Moi, je conçois parfaitement que l'État soit présent dans des domaines sensibles comme le oil and gas, comme le secteur des télécoms, et quoique nous avons un acteur privé qui est dans le domaine des télécoms au nom de Ooredoo. Il y a des secteurs névralgiques comme celui de la défense, etc. Mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin et libéraliser justement et déréglementer certains secteurs qui pourraient être générateurs justement de points de PIB supplémentaires. Intégrer aussi le secteur informel. Moi, je pense qu'il y a peut-être un tiers de notre PIB qui est généré dans le secteur informel. Et ça passe par des mesures incitatives, ça passe aussi par récupérer tout cet amas financier qui est drainé dans le secteur informel. Donc, c'est réduire la masse monétaire, réduire le cash et permettre justement aux personnes de pouvoir basculer vers des modes de paiement un peu plus, j'allais dire, classiques que l'on a dans des pays industrialisés, des pays avancés. Et aussi, un autre enjeu, c'est réduire aussi sa dépendance, ouais, tu vois, comme quoi il y a un lapsus, sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, mais ça passe par diversifier son économie. Et la diversifier, c'est justement accompagner par des financements les projets structurants de diversification, que ce soit dans le domaine agraire, dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine de la transformation agroalimentaire, que ce soit dans le domaine des énergies renouvelables et notamment de l'hydrogène, parce que je pense que le photovoltaïque, c'est une hérésie à l'heure actuelle. Ça passe aussi par consacrer une bonne partie des budgets de l'État dans la R&D, la recherche et développement, pour aller vers des métiers d'avenir, des secteurs d'avenir. On parle notamment des semi-conducteurs, pourquoi pas l'industrie aéronautique. Moi, quand je vois que le voisin de l'Ouest a des filières entières, des pans entiers d'industrie de sous-traitance aéronautique, alors que nous avons des compétences, nous avons les assiettes foncières qui sont disponibles, ça me rend jaloux. Je me dis, en fait, ces industries-là auraient pu être captées par l'Algérie. Ça passe aussi par un processus de réindustrialisation, mais moi, j'aimerais bien qu'on parle d'industrie du futur, notamment l'industrie manufacturière, d'autres types d'industries que forcément l'automobile, qui est une bonne industrie, puisque je pense que si on veut évoluer vers l'industrie 4.0, il faut passer par l'industrie mécanique, mais il y a d'autres types d'industries sur lesquelles on peut aller, notamment l'industrie pharmaceutique. Juste pour une information, je ne sais pas si vous le saviez, messieurs, tous les deux, mais d'ici 2030, donc dans 6 ans, on estime que l'Afrique sera le continent où on aura les plus grandes potentialités du marché pharmaceutique. Pourquoi? Malheureusement, c'est parce qu'on va avoir les plus grandes maladies cardiovasculaires qui seront en Afrique. Ça veut dire que là, on a une opportunité incroyable pour des opérateurs algériens, justement,
d'avoir leurs propres molécules, de générer justement des médicaments génériques et justement de déverser nos produits sur l'Afrique. Donc voilà pour moi les grands enjeux. Les lacunes, on les connaît aussi. On a tendance aussi encore une fois, à suradministrer certains secteurs d'activité. Et ça, il va falloir passer par un changement de mindset et surtout faciliter les démarches. Aujourd'hui, et je finirai là-dessus pour être assez court parce que j'ai accaparé la parole, mais certains opérateurs se plaignent d'avoir des difficultés plus à l'export qu'à l'import. Et ça, c'est totalement dingue. C'est-à-dire, au contraire, on devrait faciliter les démarches pour les opérateurs économiques à l'exportation. Et puis, on peut avoir on va dire des politiques de protectionnisme ou de gestion des importations, mais il faut faciliter l'exportation. Pour moi, c'est indéniable. Gamal, là, justement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les deux priorités, on va dire pour les responsables politiques en termes d'économie, c'est cette capacité d'export, notamment aux hydrocarbures, parce qu'on sait très bien que justement les hydrocarbures représentent une très grosse partie de nos exportations, et aussi l'autosuffisance alimentaire, parce qu'on a vu justement certains progrès qui ont été faits, notamment cette année en termes de culture de blé dur en fait. On parle de 3 millions de tonnes, si je me trompe pas, de blé dur. Donc c'est assez exceptionnel. On gagne entre guillemets des places au niveau notamment africain en termes de production. Est-ce que finalement c'est ça les deux priorités? Oui, je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, ça a été dit par Nazim, effectivement. Premier élément, c'est de régler la question de l'extraction minière et de faire en sorte que le pays puisse devenir un exportateur net. Ça commence. On a une direction qui est en train de se prendre de façon très saine. On le voit sur l'acier, on le voit sur le fer, on le voit surtout sur le phosphate. On voit vraiment de grands pans d'économie qui ont été laissés en jachère depuis quasiment 50 ans, qui sont relancés. Donc ça, c'est une réalité. Second aspect, ça a été évoqué, effectivement, en dehors de l'extraction minière, donc ce qu'on appelle la production de base, non transformée, la transformation de cette fameuse production. C'est-à-dire que si vous emmenez du minerai de fer, il faut le valoriser avant de le revendre. L'Algérie fait ça très bien sur le pétrole et le gaz, surtout le pétrole. On a une grande industrie pétrochimique qui fait que tous les produits extraits de la terre, des sous-sols, sont valorisés et transformés en ammoniac et en autres produits dérivés. Ça, c'est une gestion qui est intelligente, c'est une gestion qui est très ancienne. Il faut jamais oublier que la Sonatrach est la première compagnie africaine depuis 20 ans. Indiscutablement, c'est la mieux gérée d'Afrique en matière pétrolière, alors que nous ne sommes pas la première compagnie de pétrole et de gaz. Il y a le Nigeria devant nous, mais on gère beaucoup mieux. Donc cette gestion des deniers de l'État, de la richesse du pays intrinsèque, qui doit rester étatique. Il faut surtout pas privatiser ces secteurs-là, parce que c'est des secteurs névralgiques, et encore une fois, l'Algérien, il a un sous-sol riche, il doit en profiter aussi. Mais il y a l'autre aspect, il y a l'aspect effectivement de l'agriculture, qui est un plan lancé il y a très longtemps. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Bouteflika qui avait lancé un plan de modernisation pour qu'on se remette en bon terme avec notre terre. Et effectivement, ce plan porte ses fruits. On sait qu'il y a un réchauffement climatique qui commence à frapper durement les pays du Sud. On sait qu'il y a une sécheresse endémique qui touche particulièrement l'Afrique du Nord. Certains pays sont plus impactés que d'autres, on le sait aussi. Mais l'Algérie bénéficie de beaucoup d'avantages que d'autres n'ont pas. Premier avantage, elle a effectivement un territoire immense. Donc la sécheresse ne frappe pas de la même façon. Second avantage, on a énormément de réserves d'eau en nappe phréatique, particulièrement dans le Sud. Ce qui fait qu'actuellement, il y a une explosion de l'agriculture. Grâce à ces nappes phréatiques, on pompe, on a l'énergie pour pomper. Donc, on a la possibilité d'irriguer au goutte à goutte notre production agricole, qui n'est pas faite bêtement d'ailleurs, parce qu'on ne fait pas de tomates, par exemple, qui sont très hydrophobes, qui prennent beaucoup, c'est hydrophobes, qui prennent beaucoup d'eau, et ce qui fait, j'ai vu le terme d'ailleurs, ça va en revenir en 2 minutes. Donc, ça génère beaucoup de dépenses inutiles. Nous, on y va en douceur et on prend de l'agriculture intelligente. Pourquoi? Parce que le blé dur, ça ne consomme que très peu d'eau. Il y a beaucoup d'autres produits agricoles. Bon, je ne vais pas parler des dates parce que c'est traditionnel, mais qui sont produits en Algérie et qui sont des produits de qualité qui ne prennent pas trop d'eau. Donc, on gère quand même assez bien les besoins en eau. Il y a des barrages, on a construit je ne sais combien depuis l'indépendance, je crois, plus d'une centaine. Et surtout, on a la capacité aujourd'hui, au moment où effectivement, c'est pas la panacée, nous le savons déjà, que le réchauffement climatique frappe durement dans un pays où il y a 1 million d'Algériens tous les ans qui arrivent sur le territoire, qui naissent sur le territoire. Donc, une croissance considérable. Nous, la transition
de la population ne s'est pas faite normalement. C'est qu'à un moment donné, on est arrivé à un seuil où il y avait une réduction de naissances, et puis depuis qu'il y a l'explosion de l'obtention des appartements, donc les familles peuvent se fonder, il y a une explosion de la natalité. C'est très bien, c'est bien d'un côté, en même temps, il y a un risque par rapport à l'agriculture, par rapport à la nourriture, et par rapport à l'eau. Et donc, la question de l'eau était réglée de façon immédiate, puisque l'Algérie n'a pas besoin de faire les plans de financement sur 6 ans pour faire une station d'épuration ou une station de transformation, enfin de valorisation de l'eau de mer, de dessalement d'eau de mer. L'Algérie signe, et 6 mois après, vous l'avez votre station, et c'est fabriqué par les Algériens. N'oublions jamais ça. C'est une vraie valeur ajoutée qu'on a. Tout ça, tous ces éléments vont dans le sens de la valorisation de l'agriculture. Et donc, c'est vrai que, ça a été dit par Nazim à l'instant, il faut d'abord moderniser, effectivement, l'administration pour sortir de ces pièges qui empêchent littéralement l'investisseur de faire son travail normalement. Il faut dynamiser l'export, parce que c'est vrai que l'export n'est pas favorisé. C'est une mauvaise habitude qui est restée de l'ère précédente et qui doit être effectivement, une fois pour toutes, purgée. Je parle de ces méthodes où on fait de l'argent facile en prenant la devise du pays. Il faut apporter la devise au pays. C'est pour ça qu'il faut favoriser l'exportation de la production nationale, qu'elle soit industrielle ou agricole. Et puis surtout, il faut diversifier l'économie. Alors, je parle à l'export, hein, on va en parler après. Faire en sorte qu'effectivement, avec une production importante, on puisse vendre à l'étranger. Parce qu'on a une économie qui est déjà très diversifiée, on ne le sait pas assez. Moi, j'étais en Algérie récemment, je me suis rendu compte et j'étais très impressionné par l'offre en matière alimentaire, l'offre en matière de boissons, l'offre en matière de vêtements. Je veux dire, l'Algérie fabrique énormément de choses, mais dans des quantités qui ne sont pas suffisantes pour exporter. Donc la problématique aujourd'hui, c'est pas la diversification, c'est la puissance de l'export en matière de diversification. C'est-à-dire que si vous voulez vendre, par exemple, des réfrigérateurs qui sont fabriqués par une société très connue, un Condor, vous allez dans chaque appartement algérien qui n'a pas sa clim et son réfrigérateur et son téléviseur Condor. Eh bien, ce fameux téléviseur Condor ou cette clim ne sont pas exportés parce que les structures ne sont pas en place, les banques ne sont pas en place, et la logique d'exportation n'est pas encore vraiment intégrée, bien que pendant 20 ans ou 25 ans, on avait 98% d'exportation hydrocarbures. Aujourd'hui, on est passé, je crois, autour de 88% d'exportation hydrocarbures, et les 12%, c'est hors hydrocarbures. Il y a une véritable dynamique dans ce sens qui est impressionnante, mais il faut continuer à faire les efforts, et je pense qu'effectivement, la solution à l'Algérie, c'est diversifier les productions sous toute forme, ne pas tomber dans le piège, et je vais finir là-dessus, des années 70, où Boumedienne, qui voulait bien faire, et il s'est trompé, a mis le paquet sur ce qu'il appelait les industries industrialisantes. Bon, c'était pas mal, mais le paquet sur les industries clés en main, donc il a acheté des usines clés en main, qu'on a amené en Algérie, qui n'étaient pas nécessairement utiles parfois, ou mal utilisées, mais surtout qui a sacrifié l'agriculture. Ça a été une erreur de l'époque, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un effort sur les deux secteurs, agricole, industriel et minier. Donc selon toi, Gamal, en fait, c'est pas vraiment la nature de la diversification qui compte, mais c'est vraiment entre guillemets la quantité en fait à l'export, c'est-à-dire combien on peut produire en plus de ce que consomme le marché national pour pouvoir justement exporter tout ça. Parce qu'en fait, moi ça me rappelle justement une certaine ligne de pensée, notamment de ce cher penseur, voilà, qui s'appelle Idriss Aberken, qui a parlé de l'économie algérienne pour ne pas le citer. Hein. Il dit justement, vu que Nazim parlait tout à l'heure, je fais le parallèle avec ce qu'a dit Nazim tout à l'heure, hein, sur la comparaison un peu avec l'économie marocaine, comment elle est organisée. Il parle justement d'export, comme tu viens de le citer en fait, d'électroménagers et de médicaments contre finalement des choses qui sont beaucoup plus compliquées à fabriquer, comme de l'automobile ou même de l'aéronautique, comme tu l'as dit Nazim. Est-ce que c'est une erreur finalement de penser selon ce schéma-là? Le fait d'imaginer qu'on n'exporte pas de façon assez diversifiée, c'est toujours pareil quand on entend des penseurs. Penseur est un mot très très fort, mais bon, des idéologues, j'appelle ça, parce que penseur, bon, je pense que penser, il faut déjà réfléchir. Mais bon, des idéologues qui ont des idées toutes faites et qui connaissent pas le terrain. D'abord, je l'invite à aller en Algérie et lui de raconter n'importe quoi. Ensuite, il ne faut pas comparer des pays qui ne sont pas comparables. On ne peut pas comparer un pays qui est rentier, l'Algérie, qui a des moyens considérables avec une formation massive de sa jeunesse. On a plus de 95% d'alphabétisation. Les 5% qui restent, c'est les conséquences de la colonisation. C'est des Chibani souvent qui ne savent pas lire et écrire, mais ils sont que 5%. Et un pays comme, par exemple, le Maroc, puisqu'il aime beaucoup parler de comparaisons inutiles, où le Maroc dépend malheureusement, je le déplore le premier, je suis pas en train de me satisfaire de ça, parce que j'ai vécu au Maroc, de quasiment toute la production marocaine est exclusivement française, un peu belge, beaucoup, un peu suisse aussi avec Nestlé, mais il n'y a pas vraiment de production industrielle marocaine. Tout est tenu par la France. Il suffit de voir le capital de Renault pour comprendre ce que veut dire l'industrie marocaine. C'est une industrie française installée au Maroc. C'est un peu différent. Et donc, comparer ce qui n'est pas comparable, c'est ridicule. C'est-à-dire que à l'époque, le Parisien avait titré avec un titre bien raciste que l'Algérie exporte son téléphone arabe.
Donc, il se moquait évidemment du téléphone Condor, qui était un smartphone. Et ma réponse, j'avais fait un texte à l'époque pour me moquer du Parisien en disant, au moins nous, on est capable de fabriquer des téléphones et pas des frigos en forme de téléphone. C'est-à-dire que ça fait combien de temps qu'Alcatel n'a pas su faire un téléphone? Ça fait 20 ans. Donc, soyons un peu sérieux. Le seul pays africain qui soit capable de produire avec des composants asiatiques, comme tous les pays du monde d'ailleurs, l'Amérique produit avec des composants asiatiques. En Algérie, c'est l'Algérie. Il n'y en a pas d'autres pays africains. Ensuite, il faut rappeler quand même, parce qu'il y a des richesses plus importantes, je viens d'évoquer l'éducation, 114 universités en Algérie, c'est le pays qui a le plus d'universités d'Afrique. Ça compte, c'est la matière grise. En matière de connaissances livresques, l'Algérie a le plus grand salon africain, indiscutablement et mondial, en matière de livres. On parle le fameux SILA, le Salon international du livre d'Alger, est un salon très couru avec presque plus de 2 millions de participants. C'est plutôt exceptionnel. L'Algérie est le pays où on lit le plus en Afrique. Ça, c'est un truc qu'il ne dit pas, parce qu'il ne sait pas. Il n'est peut-être pas intéressé par la lecture, c'est possible. Et surtout, de comparer des économies qui ne sont pas comparables, encore une fois, j'ai entendu ces interventions un peu ridicules. Il comparait l'Algérie, par exemple, avec des pays qui ont été des vitrines américaines. On ne peut pas comparer l'Algérie, par exemple, avec la Corée du Sud. C'est idiot. La Corée du Sud est une fabrication américaine pour faire un pied de nez aux Russes, aux Chinois et aux Nord-Coréens, pour dire chez nous, c'est le paradis industriel. Mais c'est du marketing dans les faits. Après, les Coréens ont bénéficié de cela pour se développer, mais il a fallu injecter des sommes faramineuses d'argent pour y arriver. C'est comme pour le Japon. Pour qu'il ne tombe pas dans le communisme, il a fallu injecter beaucoup d'argent pour empêcher que le Japon tombe sous l'escarcelle communiste russe, tout comme d'ailleurs on le voit bien avec d'autres pays. Je vais pas prendre les exemples multiples, à chaque fois qu'un pays brille, comme Hong Kong par exemple, comme Taïwan, ces pays-là ont été largement portés à bout de bras par les Américains, précisément pour donner une impression de vitrine de réussite. Mais ça s'appelle de la propagande, il faut être un peu sérieux. Les miracles économiques n'existent pas s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de formation, s'il n'y a pas de gens déterminés. Eh bien tout ça, ça a été fait par l'Amérique. Donc comparer des pays qui ne sont pas comparables, c'est assez ridicule. Ensuite, il y a beaucoup de sorties hasardeuses de sa part, mais enfin, c'est pas étonnant parce qu'il n'est pas très, très cultivé au niveau histoire. Puis il voulait comparer les empires en expliquant qu'il connaissait 3 empires importants dans le monde, l'empire chinois, l'empire russe, bon, c'est bien. Donc, il ne connaît pas l'empire, évidemment, égyptien, il ne connaît pas l'empire grec. Il ne connaît, ou si, il le connaît plutôt, j'ai une bêtise. L'Empire perse, je voulais dire, c'est quand même des empires qui ont 6000 ans. Il ne connaît pas, évidemment, l'Empire mésopotamien, le pays d'entre les deux fleuves, l'Irak, 6000 ans d'histoire avec la création de l'écriture. Tout ça, c'est passé à la trappe. Ça, c'est pas les empires pour lui. Donc, quand on parle de choses, il faut d'abord connaître son sujet et ensuite être un peu moins dogmatique. Et là, quand il parle d'économie algérienne et de diversification, c'est pareil. C'est quelqu'un, mon Nazim en dira plus que moi là-dessus, parce qu'il est expert en économie. Mais quand on parle de diversification, faut savoir de quoi on parle. Si on parle de diversification en export, effectivement, l'Algérie ne produit pas assez industriellement pour exporter parce que cette démarche de l'export n'est pas automatisée encore. Ça vient. Mais l'Algérie diversifie énormément à l'intérieur des frontières. Je veux dire, moi, quand j'étais à Alger, j'avais le choix entre des produits extérieurs qui d'ailleurs coûtent plus cher, et puis du chocolat algérien. J'ai pris du chocolat algérien, j'ai pas été déçu du voyage. J'ai le choix entre les boissons. On est le pays qui produit le plus de boissons d'Afrique. Je parle pas de boissons d'eau minérale, je parle de boissons malheureusement trop sucrées. Ça a été dit par Nazim, parce que la question des maladies cardiovasculaires liées au diabète, on les connaît. Ça commence à être très, très inquiétant d'ailleurs en Afrique du Nord. L'Algérie produit 70% de ses besoins en produits pharmaceutiques avec la société Seydal, qui est une société d'État quand même. Donc c'est une diversification qui est importante. Il n'y a pas beaucoup de pays en Afrique qui peuvent se vanter de ça. Il y a un peu l'Égypte évidemment, beaucoup l'Afrique du Sud, puisque c'est elle qui a fait les génériques, et l'Algérie. Donc quand on parle d'un sujet, effectivement, et qu'on est dans une démarche constructive et non pas dogmatique, avec une façon un peu méprisante, condescendante de dire je connais parce que je serai algérien moi-même. On peut en discuter de son algérianité. Ils se vantent quand même de dire qu'il se bat pour la France, mais bon, ça le débat. Et qu'il est moitié italien aussi. On peut en discuter beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en question. Et moi, les Algériens mélangés ne me dérangent pas, mais il faut quand même un peu de mesure. Eh bien, tout ça peut se dire, il n'y a pas de problème. Mais soyons un peu sérieux. Quand on ne maîtrise pas l'économie, et c'est en cela que Nazim va nous éclairer, eh bien, on a un petit peu d'humilité. On fait un petit effort. Nazim, t'as quelque chose à dire là-dessus? Est-ce que la diversification finalement c'est une fin en soi en économie? Non, on peut avoir une mono-économie. Il y a des pays dans le monde qui ont réussi avec une mono-économie. C'est pas le souci. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir, et j'adhère totalement au propos de Gamal, c'est ce jeu de comparaison entre des pays qui sont structurellement très différents, d'un point de vue culturel, d'un point de vue historique, et puis surtout qui ont suivi des voies, notamment de politique économique, et qui n'ont pas les mêmes atouts. Moi, le voisin de l'Ouest, pour pas le nommer, le souci que j'ai avec ces comparaisons, c'est de dire qu'aujourd'hui, ils pensent détenir des industries futuristes, alors qu'ils sont juste, si vous voulez, il y a que, en fait, ils recèlent uniquement des délocalisations, et la plupart de la valeur ajoutée qui est générée repart vers les maisons mères. En fait, il y a aucun transfert de technologie.
Il y a aucune valeur ajoutée bon, effectivement. Et puis les emplois qui sont occupés dans ces industries-là, c'est des emplois parfois peu qualifiés. Donc on est sur de la main-d'œuvre basique. On n'est pas sur de l'ingénierie. En fait, c'est pas comme, par exemple, si on peut prendre la Turquie ou la Chine, qui eux, par exemple, ont réussi à s'accaparer une certaine technologie auquel ils apportent un additif pour créer leur propre solution et la commercialiser. D'ailleurs, on voit les drones turcs et les drones iraniens qui font le bonheur des salons aéronautiques à travers le monde. Bon, pas pour l'Iran, puisque certains de leurs drones, à cause des sanctions américaines, sont boycottés. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas matière à faire de comparaison. Mais effectivement, ce qui est important pour notre pays, c'est que nous sommes dotés d'une richesse minière, hydrocarbures et des matières premières qui peuvent nous aider à financer justement une transformation de notre modèle économique pour l'amener vers justement plus de secteurs représentés. En fait, la difficulté pour un pays comme le nôtre, c'est de sortir justement de cette ultra-dépendance des hydrocarbures vers justement des industries, des secteurs d'activité qui sont générateurs d'emplois, générateurs de valeur ajoutée et surtout qui peuvent amener de la pérennité dans justement l'apport à l'économie nationale. Parce que c'est surtout ça qui est important. Et puis aussi, quand vous vous lancez dans un projet de transformation économique, il faut que ça réponde avec les ressources que vous avez en interne, c'est-à-dire vos ressources humaines. Aujourd'hui, nous produisons 250 000 étudiants qui sortent de nos universités. Et Gamal l'a rappelé, il a parfaitement raison. Nous sommes un des pays en Afrique qui a le plus grand, qui est prolifique en matière de production d'étudiants et de personnes qui arrivent sur le marché du travail. Maintenant, le plus important, c'est de faire que ces personnes-là, ces jeunes étudiants nouvellement diplômés, puissent être employables. Et c'est là où nous avons des difficultés d'employabilité. Et on a un travail à faire en matière d'employabilité des jeunes. Mais encore une fois, ce qui est très important, c'est de se dire aujourd'hui quel est le modèle économique que veut suivre l'Algérie et surtout quelles sont ces zones naturelles d'expansion. Nous avons le bassin méditerranéen, il y a l'Afrique subsaharienne, il y a aussi une technologie algérienne qui est en train d'être acquise et qui est très important à faire valoriser. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est d'aller vers justement de se positionner comme étant un fournisseur alternatif. Parce que ce qu'il faut savoir, vous savez, il y a eu deux événements, et vous le savez très bien tous les deux, majeurs de ce début de décennie 2020-2030, c'est qu'on a eu une pandémie et une guerre russo-ukrainienne. Sachant que la Russie et l'Ukraine, c'est 80% de production d'huile de table. Hein. Donc juste pour resituer. Et ces deux événements géopolitiques ont permis de montrer l'extrême vulnérabilité de certains industriels européens. Et maintenant, leur plus grosse crainte, c'est de dire, est-ce que nous sommes capables justement d'avoir des fournisseurs alternatifs à proximité, c'est-à-dire à moins de 3000 km, dans un rayon de 3000 à 2000 km, qui peuvent justement se substituer à nos fournisseurs classiques qui étaient autrefois certains pays d'Europe de l'Est et les pays asiatiques. On a vu aujourd'hui le coût du fret maritime avec ce qui se passe aussi en mer Rouge qui a littéralement explosé, ce qui fait que maintenant, en matière purement économique, c'est-à-dire de retour sur investissement, il n'est même plus rentable de faire appel à des fournisseurs à plus de 3000 ou 4000 kilomètres. Et il s'avère que l'Algérie est située à quelques encablures de l'Europe. Et il y a aussi autre chose que j'aimerais dire, c'est que vous savez, ça n'arrange pas justement certains pays d'avoir un concurrent potentiel qui soit au sud de l'Europe et au nord de l'Afrique. C'est pour ça c'est pas une légende, et c'est pas de sombrer dans le complotisme que de le dire. Il y a des pays qui veulent saboter l'Algérie parce qu'ils ont conscience que le jour où ce pays se réveillera réellement, il va faire très très mal sur les marchés internationaux en proposant une offre de qualité, une offre aussi qui soit hyper compétitive, et c'est en cela qu'aujourd'hui l'Algérie représente pour certains pays un danger commercial certain. À nous maintenant de saisir ces opportunités et ces bouleversements géopolitiques qui sont en train de replacer l'Algérie au centre de l'échiquier méditerranéen, régional mais aussi international. Justement, je voulais réagir sur en fait cette tendance en fait à parler un peu parce que vous avez parlé tous les deux en fait de l'éducation, du fait de former justement des gens qui sont éduqués. Enfin, bien évidemment, on a une population très jeune. Gamal a insisté tout à l'heure sur le fait qu'on ait de nombreuses universités, que finalement l'éducation est accessible, un grand nombre d'Algériens justement qui arrivent au stade de l'université.
Justement, Idriss Aberkan, en l'occurrence, il parle beaucoup d'intelligence cristallisée, d'infrastructure cristallisée. Moi, il va falloir que vous m'expliquiez tout ça, parce que je comprends pas très bien. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, de par la nature de l'économie algérienne, finalement, la seule force qu'a l'Algérie pour peser sur l'échiquier international, hein, comme tu viens de le dire, Nazim, c'est finalement les négociations au niveau du gaz. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui dans la situation actuelle, hein? Le but, c'est pas vraiment d'enjoliver une situation qui serait pas bonne, mais est-ce que vraiment aujourd'hui l'Algérie n'a que le gaz finalement pour peser sur l'échiquier, comme on l'a dit, méditerranéen, international, africain? Voilà, ça fait partie aussi des lacunes du personnage qui se prend pour un géopolitologue. Il ne comprend pas les rapports de force entre États, les rapports de négociation, les rapports d'histoire, hein, parce qu'il y a quand même une profondeur historique assez importante. Il a du mal à comprendre aussi ce que veut dire peser économiquement et peser politiquement, parce que lui, il ne fonctionne que par le dinero. Son truc, c'est la monnaie. C'est-à-dire, ce qui a une valeur, il a d'ailleurs insulté je n'ai pas du tout aimé ce passage-là, il a insulté nos shahids, il a insulté nos moudjahid, en disant qu'est-ce que pèse un container de moudjahid par rapport à un container de Samsung. C'est superbe, on sent l'ultra-libéral, on sent le type Je l'avais pas entendu, celle-là. Ouais, c'était vraiment, vraiment écœurant, et ça a choqué beaucoup de monde, même en Algérie, j'ai eu des retours, ils n'ont pas apprécié. D'abord parce que Idriss J. Aberkan, Stéphane J. Canel, c'est bon, on les connaît les noms avec des J. J, ça veut dire Jamel chez lui. Ça veut pas dire Jamel. Bon, déjà, j'ai un petit doute, mais bon, peut-être qu'il est algérien. Tout est à creuser, c'est intéressant. Mais ce qui est certain, c'est que quand un Algérien, s'il le dit qu'il est algérien, est capable d'insulter la mémoire des martyrs, oubliant par là même que si l'Afrique aujourd'hui est libérée, c'est précisément parce que ces martyrs ont fait le travail. Parce que quand la France, je parle de l'Afrique francophone, la France ne veut pas quitter l'Afrique. Et lorsque l'Algérie commence sa révolution en 54, tous les pays africains francophones sont sous contrôle français. Ensuite, ils vont très rapidement lâcher le Maroc et la Tunisie parce qu'il faut concentrer ses forces sur l'Algérie. Ensuite, ils vont lâcher les pays en 60. Donc 56, Maroc-Tunisie, 60 les pays africains, on les garde sous contrôle à distance, tout en concentrant ses efforts pour l'Algérie qui vont lâcher en 62. Donc cette défaite est totale, mais M. Aberkan considère que nos combattants, donc l'idéologie porteuse de liberté de ces combattants n'a pas de valeur. Bon, c'est dommage. Alors après, il mélange tout. Il parle beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, on l'a bien compris. C'est quelqu'un qui aime bien monétiser ses vidéos sur YouTube, c'est super. Mais c'est aussi quelqu'un qui a un rapport assez délétère à ce qu'il croit être un pays qu'il aimerait. Alors c'est ce qu'il dit, maintenant on peut tout entendre. Moi, je fais pas d'interview avec Lugan quand j'aime un pays comme l'Algérie, mais bon, on met tout de côté. Une chose est certaine, c'est qu'il mélange tout. Par exemple, il aime à parler de dette publique. Une fois, il a parlé de dette publique en disant l'Algérie a une dette. Il mélange tout, hein, c'est un grand classique chez lui. Il confond la dette extérieure et la dette publique. J'ai envie de lui dire pratiquement tous les pays ont une dette publique. Sauf qu'il faut savoir quel est le caractère de cette dette. Est-ce qu'elle est souveraine ou est-ce qu'elle est due à l'étranger? Le Japon a une dette publique abyssale de 220 millions, 220% du PIB, mais le Japon a une dette souveraine. C'est-à-dire que les Japonais ne vont pas étrangler leur État pour se faire rembourser. Par contre, la dette monumentale et abyssale que la France a, qui dépasse les 100% du PIB, donc la capacité à créer de la richesse, je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce que veut dire le PIB, produit intérieur brut, eh bien cette capacité, elle est oblitérée par le fait d'avoir une pression de l'extérieur, souvent des fonds de pension américains, les hedge funds, souvent des bailleurs de fonds internationaux, des institutionnels et autres, qui peuvent dire à un moment donné à la France, vous nous devez de l'argent, qui peuvent exiger un remboursement, comme ça a été fait dans la crise de 98, la crise asiatique, comme ça a été fait même devant les Allemands. Avant la Seconde Guerre mondiale, on avait exigé aux Allemands de rembourser les dettes américaines parce qu'ils avaient beaucoup emprunté dans les années 20. Eh bien, quand on n'a pas de profondeur historique et qu'on mélange tout, eh bien, on mélange dette publique et privée. On mélange dette extérieure et dette nationale. On mélange le fait qu'un pays qui est rentier, je le répète, l'Algérie est un pays rentier. Donc, sa politique n'est pas uniquement gazière, elle est pétrolière, mais il y a d'autres éléments de pression qui existent, qui vont bien au-delà de ces seuls petits moyens, finalement. Parce que le gaz, on le découvre que depuis 2022. Avant, on parlait pas beaucoup du gaz algérien. Eh bien, c'est pas les chambardements internationaux qui font que l'Algérie existe, c'est un peu ridicule. En 70, l'Algérie pesait, il n'y avait pas tant de gaz et pétrole que ça. Quand on mélange tout et qu'on essaie de mettre dans une sorte un peu de fourre-tout idéologique pour donner l'impression que finalement l'Algérie se réduit à pas grand-chose, d'abord c'est pas très sympa pour commencer, et ensuite c'est très réducteur sur un plan des relations internationales. Non, l'Algérie a à la fois une politique singulière d'un État qui refuse le capitalisme absolu, ultralibéral, il y a une forme de capitalisme en Algérie, mais c'est un capitalisme qui reste mesuré dans la mesure où il y a un contrôle de l'État sur les grands moyens de production industrielle. C'est-à-dire que l'Algérie ne laisse pas au privé le pétrole, le gaz et d'autres moyens de production. Et elle a raison. Ensuite, l'Algérie n'a pas confisqué le capitalisme privé.
Parce que même durant les années communistes, entre guillemets, quand on tendait vers le socialisme, il y avait la propriété privée, il y avait la possibilité de faire ces petites entreprises. C'était contrôlé, c'est vrai, mais ça existait. Ils n'ont pas étouffé l'initiative privée. Et ça, pour le savoir, il faut connaître un peu l'Algérie des années 70, par exemple, des années 80. Moi, j'y étais dans les années 80, quand on allait au Souk Fellah, où il y avait un commerce avec 20 km de riz. Ça, c'est fini, ça n'existe plus aujourd'hui. Vous allez dans les commerces multiples et variés et vous avez une proposition, une offre très importante. Donc, le problème de M. Aberkan, c'est qu'il croit que ce qui fait peser l'Algérie, c'est les questions financières. C'est là où il n'a pas compris les relations internationales. Ce qui fait peser l'Algérie, c'est à la fois, effectivement, une certaine assise financière, un pays qui n'a pas de dette, un pays qui a peut-être une dette publique, mais qui peut l'effacer en un claquement de doigts, puisqu'il y a de l'argent. On a 80 milliards de réserves de change, donc on a les moyens d'effacer une dette, sauf que comptablement, ce serait idiot de le faire. Il faut faire un peu de gestion et de comptabilité pour comprendre ça. Et donc, c'est un pays qui a la possibilité de faire beaucoup de choses, mais c'est pas ce qui fait sa force. Ce qui fait la force de l'Algérie, c'est d'abord l'idéologie porteuse de liberté qu'on a eue. C'est ensuite et surtout le fait que le positionnement algérien a toujours été singulier pour l'Afrique du Sud, pour les négociations en 70 sur des pays qui étaient en tension et qui se faisaient les guerres, comme l'Éthiopie, l'Érythrée, l'Iran, l'Irak, où il y avait une tentative de médiation qui a abouti en 75 à l'époque par rapport à Saddam Hussein et Shah d'Iran, où tout un tas de pays sont passés par la médiation algérienne pour les libérations d'otages, pour l'histoire de Carlos avec l'avion détourné. On peut les multiplier à l'envi. Chaque fois, les Algériens ont fait œuvre de bons offices, et surtout la position de principe sur l'Afrique du Sud, que l'Algérie n'a jamais lâché. Ce qui fait que l'Algérie et l'Afrique du Sud ont une relation quasiment, c'est pratiquement une relation de couple, tellement c'est incroyable cette relation forte qu'ils ont nouée. Et cette relation est multipolaire. Pourquoi? Parce que l'Algérie se porte très bien avec la Chine, se porte très bien avec la Russie, s'entend très bien évidemment avec le Brésil, ça va de soi, plus encore quand c'est un Brésil qui n'est pas tenu par l'extrême droite, a des relations cordiales avec l'Amérique, indiscutablement, s'entend très bien avec la plupart des pays européens, particulièrement l'Allemagne et l'Italie aujourd'hui, donc le fameux pays de l'Axe, entre guillemets, je fais de l'ironie. Donc l'Algérie n'a pas de problème dans ses frontières parce qu'elle a su ménager des relations internationales courtoises et de qualité avec des relations saines, et une singularité qui est une spécificité algérienne qu'on n'a pas trouvée ailleurs. Et donc si on n'est pas capable de comprendre qu'il y a des relations qui dépassent seulement la question financière, ce que lui manifestement ne comprend pas, eh ben on comprend les relations internationales. Si la question financière guidait tout, à ce moment-là, c'est l'Arabie qui dirigerait le monde. Ça n'est pas le cas. Donc, il faut être un peu sérieux. Il y a des choses qui doivent être dites. Il faut pas tout mélanger. Il faut pas dire, par exemple, que la dette, par exemple, serait un méfait pour un pays si on ne sait pas ce qu'est une dette, ce que lui ne sait pas. La dette peut être positive si elle est productrice de richesse et négative si elle empêche le pays de se développer, comme la France aujourd'hui, qui est incapable de se réindustrialiser parce qu'ils ont une dette abyssale. Troisième poste de l'État, c'est le service de la dette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France emprunte de l'argent pour payer l'intérêt. Vous imaginez un peu la folie. Autant d'argent qui aurait pu être injecté ailleurs. Et ça, il ne le comprend pas. Ensuite, il ne comprend pas beaucoup les rapports internationaux, je l'ai dit, mais surtout, il ne comprend pas les rapports économiques. C'est-à-dire que ça ne se réduit pas à des calculs d'apothicaire de 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, avec une conjoncture favorable à la suite de l'invasion ukrainienne, qui peut basculer demain. Je veux dire, si l'Ukraine se rabébauche avec la Russie et si la Russie réenvahit l'Europe de son gaz, le gaz algérien sera beaucoup moins compétitif pour certains. Donc, faut être un peu sérieux. Maintenant, c'est vrai que lui découvre le monde. Il vient découvrir la géopolitique, c'est bien, c'est mignon, mais il faudrait ouvrir 2-3 livres qui ne soient pas de Bernard Lugan pour pouvoir en parler. Arrêtez de sortir des lieux communs, parce que moi, ce qui me gêne, c'est son génie intellectuel. Monsieur 3 docteurs, 3 doctorats, très bien, c'est mignon. Il y en a un qui est validé à Strasbourg, pas à Paris, je le note d'ailleurs, Strasbourg, avec un type directeur de thèse qui est gentil, c'est un soufi comme lui. Bon, je pense que le clan des soufis, un petit peu, il s'entraîne un peu, ce qui est normal. Ça mange pas de pain. J'ai eu beaucoup d'amis qui ont été faire une thèse chez ce monsieur à Strasbourg, une thèse de littérature comparée, je précise. On n'est pas dans les sciences, on n'est pas dans l'économie, et encore moins dans la géopolitique. Et ensuite, il y a 2 autres thèses qui ont été dans le secteur privé, donc autant vous dire la valeur de ces thèses. Ça a été documenté, mais ça, à la limite, je critique pas, parce qu'il a fait des études malgré tout, parce qu'il essaie de faire des choses, c'est bien. Mais ce qui me pose problème chez ce monsieur, c'est cette condescendance à donner des leçons de choses. Il faut un petit peu de mesure, et j'ai envie de dire que Nazim, qui est lui, pour le coup, je vais pas le gargariser, on connaît sa qualité, mais peut nous en dire 10 fois plus que moi sur l'économie. Moi, j'ai fait beaucoup de marchés financiers pendant 10 ans. Donc, je me suis beaucoup intéressé à l'économie virtuelle, entre guillemets, l'économie improductive, l'économie financière pure et dure, la bourse. J'ai un peu regretté par la suite parce que je me rendais compte que je faisais rien de ma journée à part faire de l'argent. Mais c'est vrai que c'est ça, là, on sent un peu inutile. C'est vraiment, on s'amuse, on gagne, on va à la tirette. Mais ce qui est sûr, c'est que on a une vision globale du monde. On sait ce qui se passe. On sait que le monde est un village planétaire, que quand Wall Street va ouvrir, tout le monde tremble. Quand le Nikkei a fermé avec une baisse, tout le monde se pose la question sur l'ouverture du marché du Nasdaq à Paris, de l'Euronext à Paris, ou du Nasdaq américain. Ça, c'est des trucs d'économistes que connaissent bien les boursicoteurs. Mais ça vous permet de comprendre un peu mieux le monde, et cette idée de se dire que
finalement, en dehors de l'économie réelle, effectivement, ou de l'économie improductive comme la finance de marché, eh bien, il y a des réalités géopolitiques qui dépassent l'économie. Preuve en est. La crise ukrainienne, ça a mis un coup d'arrêt littéralement à l'économie européenne parce que la politique a pris le relais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas perdre de vue. Donc, qui ne valorise l'Algérie que par la question économique, il se trompe. Les relations internationales dépassent de loin. Il y a la question économique qui intervient, mais c'est d'abord le relais politique qui fera l'économie, pas le contraire. Nazim, tu partages ce que vient de dire Gamal. Finalement, c'est quoi parce que tout à l'heure Gamal parlait du modèle, de la Corée du Sud par rapport à ce qu'a dit justement Idriss Aberkan, où vraiment il y a pas, enfin, je veux dire la comparaison n'est pas pertinente, hein. Et on vient de dire que finalement le modèle marocain, comme il le présente également, n'est pas vraiment le modèle à suivre de par justement la configuration du pays, que ce soit au niveau politique, économique, même démographique, hein, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas les mêmes ressources, c'est pas la même situation, on va dire, quand on compare dans plusieurs domaines. C'est quoi finalement le modèle idéal aujourd'hui en 2024 pour l'Algérie à suivre? Est-ce qu'il y a un modèle dans le monde qui est justement qu'il est pertinent de suivre, ou est-ce qu'on finalement on doit se construire notre propre modèle au vu de la configuration actuelle de notre pays? Écoute, j'ai écouté attentivement ce qu'a dit Gamal et je trouvais ça très intéressant parce que bon, après je veux pas parler d'Idriss Aberkan. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de ce monsieur? Moi, déjà, le fait qu'il parle avec une forme de condescendance, de suffisance sur des sujets qu'il ne maîtrise pas, pour moi, ça serait lui faire de la publicité pour rien. Mais pour en revenir sur le fond du sujet, moi, j'estime et j'ai trouvé intéressant ce que tu viens de dire dans le sens où il faut qu'on ait un modèle hybride. Notre modèle hybride, d'abord, on doit le construire nous-mêmes avec nos propres forces, mais aussi voir un peu ce qui s'est fait à l'international, parce qu'en soi, l'économie algérienne est assez atypique. C'est-à-dire que on peut estimer que, par exemple, la Russie, l'OPEP, les pays producteurs de pétrole ont une économie qui ressemble à la nôtre. Mais quand on s'y penche de plus près, pas du tout. Parce que on a une configuration avec un passé industriel, également une forte présence agricole, puisque ça fait partie, la terre fait partie de nos outils de production et de notre volonté de projection. Mais moi, il y a un pays dans le bassin méditerranéen qui m'a beaucoup interpellé, parce qu'on est en train de vivre un peu la même situation actuellement en 2024, ce qu'a vécu ce pays en 2002, et c'est notamment la Turquie. Pourquoi la Turquie? Parce que la Turquie est adepte du capitalisme d'État, c'est-à-dire que l'État est omniprésent dans la plupart des secteurs d'activité, mais il laisse faire ses opérateurs privés et publics aller à la conquête des marchés internationaux. Moi, je vois ce qu'ils ont fait avec l'aéroport d'Istanbul, qui est devenu le premier hub connectant l'Europe au Moyen-Orient et au reste du monde. On en avait parlé, tout à fait. Comment ils ont réussi à faire de Turkish Airlines l'une des compagnies les plus prolifiques du bassin méditerranéen, devant des grandes majors comme Lufthansa, IAG ou encore Air France KLM. Et en fait, la Turquie, leur recette est très simple, c'est-à-dire qu'ils ont énormément attiré d'IDE et ils ont été sélectifs sur les IDE, notamment dans le domaine du textile, dans le domaine de l'industrie automobile, dans le domaine également aussi de l'industrie manufacturière, donc de la production, mais ça peut être des tables, des meubles, peu importe. Et d'ailleurs, l'Europe a été inondée pendant une période de produits made in Turkey. Et surtout, ils ont une ouverture internationale qui est très importante. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité de projection aussi qui est phénoménale. Avec ça, ils ont couplé le tout avec une politique monétaire qui était accommodante. Ils ont également réduit drastiquement certaines coupes dans les budgets, ce qui fait qu'il y avait une politique publique et une politique économique qui était totalement en phase. Et de 2002 à 2009, d'ailleurs, si on reprend les statistiques officielles du FMI, ils ont enregistré en moyenne 6% de croissance. Leur PIB est passé de 240 milliards de dollars à près de 700 milliards de dollars en l'espace de 6 ans. Et les chiffres que j'annonce sont totalement vérifiables dans des institutions officielles. C'est pas moi qui les invente. Et c'est là où je me dis, tiens, quand je fais le parallèle avec l'Algérie, je me dis, on a fait 4% de croissance l'année dernière. On est sur des projections de 4 à 4,5. On est sur un niveau de PIB relativement similaire, 240 milliards de dollars. Donc, je me dis, est-ce que pour les 6 prochaines années, pour clore cette décennie 2020-2030, il ne serait pas judicieux de voir un peu le modèle turc? Évidemment, moi, je suis adepte du fameux copier-améliorer. C'est-à-dire qu'on voit ce qui peut être transposable
dans notre économie, et puis avoir cette capacité de réindustrialisation, justement, d'aller vers de la production, surtout ne pas négliger le marché domestique. En fait, c'est pour ça que c'est très important aussi que l'on puisse juguler l'inflation et qu'on puisse aussi, quelque part, redonner du pouvoir d'achat aux citoyens, parce que nous sommes un marché de 46 millions d'habitants, 2,5 millions de kilomètres carrés. Déjà en soi, pour un opérateur local de se développer sur les 58 wilayas, c'est en soi déjà un défi. C'est déjà en soi de l'export, j'allais dire. C'est pour ça que je leur dis, avant d'aller vers des marchés internationaux, déjà essayez de pousser vos produits dans toutes les wilayas de l'Algérie. Si vous arrivez à vendre à Tindouf, à Oran, à Constantine, à Batna, à Alger, déjà c'est une victoire en soi. Et après, effectivement, aller de plus en plus vers les marchés internationaux sur lesquels on peut se positionner. Encore une fois, on a des atouts, mais il faut quelque part qu'il y ait toute une politique publique qui suivent derrière. Comme je l'ai dit dans mon propos précédent, il faut déréglementer et surtout débureaucratiser l'économie. Justement, tu parles du modèle turc, enfin de la progression qu'il y a eu en 6 ans pour l'économie turque, le PIB turc. Moi, il y a une question qu'il faut absolument que je vous pose parce qu'on me l'a posé plusieurs fois et c'est pas, voilà, c'est très difficile de donner finalement une réponse. Mais il y a ce fameux chiffre de 400 milliards de dollars de PIB qui a été annoncé par le président de la République lui-même. Hein. Il dit d'ici 2026-2027. L'Algérie va, voilà, les prévisions en tout cas que nous avons au niveau de l'État, hein, c'est qu'on arrive vers les 400 milliards de dollars de PIB, ce qui a suscité bien évidemment pas mal de réactions, hein, parce que c'est une énorme progression par rapport à ce qu'on a aujourd'hui en termes de PIB, comme tu l'as dit, c'est à peu près 250, 260. Il y a même des prévisions, je crois, 273. Enfin, on est dans ces eaux-là, en tout cas. Donc, ça fait quand même une progression très, très notable. Est-ce que c'est un chiffre réaliste? Est-ce qu'il y a des éléments concrets aujourd'hui en ce qui concerne le développement du pays, les investissements qui ont été justement lancés dans un certain nombre d'infrastructures? On peut parler, par exemple, de Raj Billet, par exemple, pour le fer, ou le phosphate, je crois que c'est ça. Entre autres, hein. Est-ce que c'est réaliste aujourd'hui de parler de 400 milliards éventuellement, d'envisager 400 milliards en 2026-2027? On a Nazim, puis que je réponde puis de Gamal. Gamal, ouais, ok. Ouais. Non, moi, honnêtement, pour être tout à fait franc, il faut que l'on soit pragmatique. C'est un chiffre qui est atteignable pour la fin de la décennie, ça j'en suis persuadé. Pourquoi? Parce que si on reste sur ce rythme-là, de 4 à 5% de taux de croissance, et puis vous savez, je vais publier très prochainement une note où je dis comment l'Algérie peut récupérer 100 milliards de PIB. 100 milliards de PIB, c'est très simple. D'abord, vous avez le secteur des assurances et le secteur bancaire. Vous savez qu'il représente aujourd'hui que 0,7% du PIB, quand en Afrique du Sud, il représente 13% du PIB. C'est-à-dire que déjà, on a des secteurs de niche que si on libéralisait et si on apportait un cadre réglementaire un peu plus souple, je suis persuadé qu'on peut générer du taux de croissance et du PIB supplémentaire. On a le secteur des mines, Gamal en a parlé. Si le secteur des mines se met en branle et commence à produire le phosphate, le fer, le zinc, etc., c'est 20 à 30 milliards supplémentaires. On a également des réserves de gaz et de pétrole qui n'ont pas encore été découvertes. Mais là, on va nous rétoquer, oui, mais on est encore sur le même modèle économique que le XXe siècle. Ok, mais c'est quand même 10 à 15 milliards de PIB supplémentaires. On a également le secteur informel. Les experts du FMI estiment qu'il y a 20 milliards, voire 30 milliards de dollars qui traînent dans le secteur informel. Je te coupe juste par rapport à ça. Est-ce que 20-30 milliards, est-ce que c'est un chiffre qui est réaliste selon toi? Parce que j'entends parler de plusieurs chiffres. Il y a même des gens qui parlent de plus de 100 milliards, qui te disent le secteur de l'informel, c'est vraiment, vu que de toute façon il est informel. Il est informel, on peut pas l'évaluer. Ouais. Donc est-ce que c'est réaliste? Je suis désolé de te couper, mais je voulais juste insister sur ça. Non, bien sûr. Mais encore, moi je t'ai pris le bas de la fourchette. J'ai pris vraiment le bas de la fourchette. C'est-à-dire que c'est simple, on estime qu'il y a à peu près 10%. Enfin, si je pars sur 10% du PIB qui est dans l'informel, alors que tout à l'heure on avait parlé de 30%, bah, tu es à 20 milliards de dollars. Ouais. 20-25 milliards, tu vois, si on part sur une fourchette basse. Donc, il y a tous ces éléments-là. Et puis, un meilleur recouvrement de l'assiette des impôts. Les impôts de production en Algérie peuvent être aussi également des recettes de l'État supplémentaires qui, eux-mêmes, peuvent financer des projets d'infrastructure qui, par ricochet, peuvent derrière générer du PIB supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a des niches dans lesquelles l'Algérie, effectivement, peut générer ces fameux 400 milliards de dollars de PIB. Et puis surtout, si on arrive à dévaluer notre monnaie, parce que ce que les gens ne savent pas, à un moment donné, des pays comme le Nigeria ou l'Égypte ont réussi à se hisser
dans le podium des économies africaines avec une politique monétaire justement qui était très accommodante, où ils ont dévalué leur monnaie, ce qui les a mécaniquement fait grimper dans le podium des économies africaines. C'est-à-dire que là, il y a juste presque un jeu d'écriture comptable, hein, si je schématise, parce que sinon on en aurait pour 2 heures, si on doit expliquer comment fonctionne une politique monétaire. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est que ces 400 milliards ne sont pas à très loin en réalité. Si on part sur une base de 250 milliards, 150 milliards, ça veut dire qu'il faudrait générer, on va dire, 20 à 30 milliards par an. C'est pas vraiment, c'est pas non plus, j'allais dire, quelque chose d'extraordinaire à réaliser. Mais moi, j'y crois, à condition, encore une fois, qu'il n'y ait pas de contre-choc cyclique au niveau international, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une pandémie, on n'est pas à l'abri d'un conflit au Moyen-Orient qui risque de se généraliser. Donc, ça aussi, c'est très important. Mais si on reste sur une ligne de 4 à 5% de croissance avec des secteurs d'activité qui sont libéralisés, le secteur des mines, le secteur des hydrocarbures, si on passe de 7 milliards, par exemple, à 20 milliards d'exportations hors hydrocarbures, si également on ouvre le secteur de l'aviation civile, notamment l'aviation commerciale. Enfin, il y a énormément de niches dans lesquelles on peut justement atteindre ces fameux 400 milliards de dollars. Mais moi, je crois plus sur un horizon 2028-2030. Après, c'est très probable, hein, si on faisait du 7% de croissance, par exemple, de maintenant jusqu'à 2027, oui, c'est atteignable. En fait, c'est arithmétique, hein. C'est tout simplement arithmétique. Mais justement, parce que là, il va falloir. C'est là où les gens ils ont une incompréhension, parce que quand ils voient les chiffres en fait officiels, par exemple de la Banque mondiale, ça te montre en fait 195 milliards de PIB pour l'Algérie en 2023. Là, les prévisions elles sont au-dessus des 250 milliards. Du coup, les gens se posent la question de comment en fait ces chiffres sont établis. Est-ce que finalement est-ce que c'est réaliste en fait? Est-ce que ces chiffres sont avérés? Est-ce que les prévisions d'institutions comme la Banque mondiale sont finalement réalistes? Bah, pour l'instant, moi j'aurais dire simplement, c'est que les prévisions, à chaque fois l'Algérie les a complètement invalidées. Ils annonçaient toujours des croissances à 2-3%, on est passé à 4 ou 5%. Donc les prévisions, elles sont comme leur dit leur nom, c'est des prévisions, c'est comme la météo, hein. C'est valable à 3 jours, après au-delà. Ça devient un petit peu risqué de s'aventurer à donner une prévision, sachant qu'il y a des contextes économiques, sachant que le cours du pétrole, du blé ou je ne sais quoi change beaucoup, puisque l'Algérie devient un producteur important en matière agricole, sachant qu'effectivement, il y a ne serait-ce que les sécheresses. Les sécheresses ont cassé littéralement certains pays, ont laissé d'autres pays tranquillement de côté. Mais il y a Nazim qui a fait référence à plusieurs éléments. On parlait tout à l'heure du génie intellectuel, sur la question, par exemple, des déficits. En 98, lorsqu'il y a la crise asiatique, donc lorsque les Américains sabotent l'Asie volontairement, c'est pas par accident qu'il y a eu une crise en Asie, hein. C'est une intention américaine de les faire payer. Eh bien, ils ont cassé effectivement la plupart des économies, dont le Japon. Et le docteur Mahathir en Malaisie, donc, quelqu'un d'éduqué, a entendu les prescriptions du FMI, la Banque mondiale, qui lui ont demandé ces fameux plans de restructuration où il fallait serrer la vis, virer les fonctionnaires pour redresser les comptes de l'État. Et il a dit quoi? Il a dit exactement le contraire de ce qu'on lui a recommandé. Il a dit non seulement je n'appliquerai pas vos fameux plans d'ajustement structurel, mais surtout, je vais laisser filer les déficits pour relancer l'économie. Ça a été dit à l'instant par Nazim, il y a des pays qui ont choisi effectivement de sacrifier leur monnaie et de sacrifier les comptes de l'État pour relancer l'économie, favoriser les produits à l'export. L'Algérie bénéficie, si elle produit de l'exportation, de coûts de fabrication très bas, parce que si la monnaie est basse, forcément, ça coûte moins cher. Si c'est moins cher, on devient hyper concurrentiel. On parle beaucoup d'avantages comparatifs. On a une énergie qui ne nous coûte rien, qui est abondante. On a des gens formés et on a surtout des coûts de fabrication très bas, puisque malheureusement, l'Algérie aujourd'hui, les salaires sont assez bas, faut le reconnaître. Et ça, c'est un problème qui doit être réglé au plus vite, une fois que l'économie sera lancée. Eh bien, je pense qu'effectivement, c'est une possibilité d'arriver à atteindre des objectifs louables. Je pense que lorsque le président dit qu'il veut 400 milliards de PIB sur 2026-27, c'est un objectif. C'est-à-dire que je pense que lui-même se rend bien compte qu'il faut une croissance soutenue de 7 à 8%, c'était dit par Nazim, c'est un calcul mathématique, hein. Vous faites 7% sur 250 ou sur 200 milliards, en 2 minutes, vous voyez que vous arrivez à 214. Donc, il suffit simplement de se dire que c'est un objectif. C'est-à-dire que c'est quelque chose pour dire aux gens, bossez, on y va, on va y arriver. Après, sur un horizon en 2030, effectivement, il y a rien qui l'interdit. D'abord parce que il y a une diversification de production que l'Algérie ne connaissait pas en matière de minerais. C'est quelque chose qui est quand même une énorme capacité. On a je crois, la plus grande, l'exploitation du fer est la plus grande zone d'exploitation mondiale, il me semble, qui va bientôt être achevée. Ensuite, parce que les infrastructures sont quasiment toutes construites. Donc, on peut envisager de faire des hubs en Algérie qui soient de transport, d'échange
échanges intra-africains, parce que c'est une chose qui a été dite tout à l'heure pour l'Algérie, mais ça vaut aussi pour l'Afrique, faire en sorte de dynamiser les échanges économiques intra-africains, donc ça nous donne des parts de marché naturelles et considérables. C'est en ça qu'on devient un danger pour des concurrents, parce que finalement, si on a une production industrielle, les Africains vont plutôt acheter algérien que français, italien ou espagnol, c'est normal. Donc il y a une guerre commerciale qui est ouverte et qui n'est pas du complotisme. Ça s'appelle de la guerre commerciale, comme on le voit entre la Chine et les États-Unis. Mais ces objectifs sont atteignables à partir du moment où on est déterminé. Il y a un intellectuel extraordinaire qui avait dit récemment que l'Algérie avait une fierté nationale mal placée. Je ne vais pas vous donner le nom de l'intellectuel, vous l'avez deviné. Donc cette fierté nationale, c'est de dire on est un peu des crétins, on est super content quand le foot ça marche, mais par contre tout le reste c'est mal placé. Ben non, c'est pas vrai. Je veux dire, la fierté nationale turque, puisqu'il veut comparer, on va comparer. La Turquie, ils ont une fierté nationale, mais qui m'a fasciné quand j'étais à Istanbul. Et je pensais qu'on était les plus gros nationalistes de la Terre, mais quand j'ai vu les Turcs, j'ai pris une claque. C'est pas les nationalismes, il y a le drapeau rouge et blanc partout. Et pour autant, les Turcs ont parié. C'est ça que j'avais lancé un appel récemment dans une vidéo sur leur diaspora pour faire en sorte de devenir autant de vendeurs de VRP, de produits turcs à l'étranger, les différentes marques turques qui se réduisent pas à des feuilletons télévisés, comme l'avait dit ce génie, ou à Turkish Airlines. Non, c'est pas ça. C'est Beko, c'est tout un tas de produits dérivés, c'est surtout ça a été dit par Nazim tout à l'heure très intelligemment, c'est surtout le fameux Baytar 2 qui a fait un carton en Éthiopie et qui s'est fait déchirer la tronche, entre guillemets, en Ukraine. Il n'a pas duré longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que Erdogan, il a dit on retire un peu les Baytar parce qu'on est en train de se démonétiser. Mais c'est ça, la réalité. C'est que c'est des pays qui ont parié sur le développement économique et surtout l'export. C'est les pays qui ont parié sur la valorisation d'un savoir-faire, une amélioration de ce savoir-faire. Les Baytar 2 sont une amélioration d'un produit qui n'était pas de haute qualité au début. Donc, ils savent travailler, ils savent négocier avec de bons fournisseurs de semi-conducteurs, de produits de base pour finaliser leurs produits. Mais c'est comme ça qu'on apporte de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est quoi? C'est une succession de valeurs qu'on ajoute sur un produit pour avoir un produit final qu'on va vendre à un prix très élevé. C'est ça, la valeur ajoutée. Ça va pas plus loin que ça. Eh bien, c'est pas parce que l'Algérie fabrique, par exemple, des téléphones portables qui sont pour l'essentiel à 70% des produits d'importation en matière de matières premières, de semi-conducteurs, que le produit n'est pas algérien, puisque la valeur ajoutée, c'est quoi, finalement? C'est l'assemblage final, c'est sans doute des programmes qu'on peut insérer dedans, et c'est le label algérien. Eh bien, l'Amérique le fait très bien, d'ailleurs, avec son iPhone. Il est fabriqué en Asie, pour l'essentiel. C'est finalisé aux États-Unis. Donc, faut être un peu logique. Donc, quand on parle d'économie, moi, j'aime bien les comparaisons avec des pays qui sont pas pertinents. On peut pas comparer un pays rentier comme l'Algérie avec le Maroc. Ça n'a aucun sens. Le Maroc peut être comparé avec la Tunisie. Ça a du sens. Parce que tous les deux n'ont pas de pétrole. Quoique, et ils ont tous les deux une richesse en commun qui est le phosphate. Ça, à la limite, on peut comparer. En termes d'éducation, en termes de capacité exportée, en termes de formation, oui, c'est intéressant. Je compare souvent, non pas la Turquie avec l'Algérie, parce que c'est un modèle à suivre, c'est vrai, pas inintéressant. Il y en a d'autres, mais celui-ci est intéressant compte tenu de sa réussite sur 20 ans. Je compare la Turquie à l'Iran. Et là, ça devient fascinant. L'Iran, pays sous embargo depuis plus de 44 ans, 45 ans, eh bien l'Iran a réussi là où personne ne l'attendait parce que Khomeini a dit qu'il faut 10% de part du PIB pour la recherche et le développement, le R&D, comme on dit, le Research and Development. Eh bien, il a dit on va mettre 10% de part là-dedans pour faire en sorte que notre pays devienne une véritable vitrine scientifique du monde. Et c'est devenu une vitrine scientifique. C'est beaucoup 10% de PIB dans le R&D. C'est énorme. Ouais. C'est considérable. Sauf que l'Iran, c'est 100% d'alphabétisation alors qu'ils étaient à 50% à la révolution. Et surtout, je finis mon propos, excuse-moi mon ami, important, c'est que la Turquie a réussi à produire à l'export des choses, mais l'Iran a pris une longueur d'avance sur le domaine aéronautique, sur le domaine nucléaire, sur le domaine spatial, sur le domaine militaire, où vraiment l'Iran est très très haut. Donc c'est intéressant de comparer des pays comme ça parce que l'Iran bénéficie. C'est pour ça que je compare l'Iran. L'Iran peut être comparé à la Turquie, pays rentier l'Iran, la Turquie ne l'est pas, à l'Algérie au Maroc, pays rentier qui n'est pas. C'est ça la comparaison qui est pertinente. Mais par contre, les modèles à suivre doivent être des modèles, d'abord qui ont réussi pour commencer, ensuite qui n'écrasent pas leur population, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un rééquilibrage dans la redistribution des richesses, et surtout qui ne soit surtout pas de l'ultralibéralisme. On ne peut pas laisser au marché, cette bête immonde, le droit de gérer la vie des populations. Ça n'est pas possible. C'est ce qui est proposé par les extrêmes droites. On ne doit pas suivre ce modèle parce que, in fine, c'est l'explosion sociale qui intervient. Ouais. Alors justement, moi je voulais rebondir sur ton point, Gamal, par rapport à l'embargo qui a touché l'Iran. C'est comme si l'embargo effectivement avait poussé entre guillemets, c'était une obligation en l'occurrence. Bon, en tout cas, ils ont choisi cette politique-là pour des raisons qu'on connaît,
Ils ont été sanctionnés du moins pour des raisons qu'on connaît, qui sont notamment à l'enrichissement de l'uranium, programme nucléaire, bien évidemment, à des sujets qui touchent plus le domaine militaire. Mais est-ce que finalement la politique est appliquée? Parce que moi je fais le parallèle avec l'Algérie. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une politique claire et par exemple le président ou le premier ministre en parle souvent. C'est on doit produire localement. Enfin, c'est la direction, j'ai l'impression qu'ils essayent de donner. Il y a certaines critiques par rapport à cette politique-là, hein, qui consiste à dire, en gros, d'accord, produire localement, mais la politique en termes de restriction des importations, bah vous êtes en train de faire un peu n'importe quoi, entre guillemets, hein. Je cite un peu certaines analyses qui sont faites. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que justement tu m'avais partagé un article qui parlait de l'Union européenne qui engage en fait une procédure contre l'Algérie parce que elle juge que justement les importations européennes sont bloquées de manière un peu injuste, hein, de manière déloyale. Est-ce que finalement les autorités algériennes sont en train de faire aujourd'hui ce qu'a fait l'Iran dans une autre situation, c'est-à-dire qu'en fait pas d'importation du tout, là en l'occurrence c'était un cas extrême, mais est-ce que finalement ce que sont en train de faire les autorités algériennes, c'est de bloquer les importations pour justement obliger entre guillemets les acteurs nationaux, hein, de l'économie nationale à produire ce qui peut être produit localement et ce qui ne devrait pas être importé au final. Tout à fait, mais j'ai même envie de dire c'est même pas obligé parce que finalement les importateurs ont tué l'initiative privée en Algérie. Quand on fait on importe un produit occidental et que le produit algérien fait sur place, même s'il est moins cher, est algérien, bah, malheureusement, le mauvais réflexe, c'est de faire confiance au produit occidental. C'est un peu un vrai problème et le patriotisme économique, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, hein, doit être appliqué. Moi, je vois deux pays, on comparait tout à l'heure l'Iran, par exemple, et Cuba. Pourquoi l'Iran a réussi et pas Cuba? Parce que Cuba n'a pas de ressources particulières, était sous embargo comme l'Iran depuis plus longtemps et n'avait aucune chance de soutien à part un peu l'Union soviétique. Donc Cuba était isolé dans une zone hostile. L'Iran est beaucoup plus éloigné et avait de l'argent à profusion, donc on ne pouvait pas le contourner totalement. Eh bien, pour l'Algérie, effectivement, la configuration, l'article dont tu me parles est très intéressant parce qu'il dit quoi? Que les Européens qui ont fait un accord d'association pourri avec l'Algérie, il y en a vraiment une arnaque dans lequel on est de véritables importateurs nets, où on était devenu un vrai marché pour l'Europe. Et eux n'achetaient que le gaz et le pétrole. Finalement, il y avait une véritable perte en matière de valeur ajoutée. On était vraiment des grands perdants de l'équation. Et lorsqu'ils sont revenus sur cette équation, donc ils ont dit, nous n'acceptons pas d'apporter certains produits pour pouvoir sauvegarder notre industrie qui est naissante pour certains apports. Eh ben, ils ont raison. Ce qui est intéressant, c'est là où il n'y a pas de complotisme. Nazine en faisait référence, effectivement. Non, il y a une guerre commerciale. L'Européen, il n'est pas là pour que votre pays se développe, il est là pour faire de l'argent. Alors que les Algériens, ils sont là pour garantir que l'industrie nationale émerge. Ouais. Eh bien, ces deux approches qui sont différentes, on a deux visions différentes qui fait que il faut jamais perdre de vue que dans une compétition, le compétiteur qui vous vend des produits reste votre compétiteur, reste votre non pas votre partenaire, mais votre concurrent. Et l'Algérie, en 70, on l'a oublié ça, était un dragon africain. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, où vous pouviez acheter des entreprises clés en main avec des usines toutes faites. Et à l'époque, ça avait inquiété l'Europe, hein. Ça ne les a pas rassurés du tout. Ce pays commence à émerger. C'est un exemple qui pourrait être donné à d'autres pays africains. On va faire attention. Eh bien, cette question se repose aujourd'hui avec acuité. Les infrastructures sont en place. Cette dynamique de développement est au rendez-vous. L'agriculture, on s'est réconcilié avec. Donc, il est probable, effectivement, qu'ils perçoivent très mal cette volonté de souverainisme économique. J'appelle ça souverainisme patriotique. On choisit le terme. Pour sauvegarder, d'abord, l'emploi en Algérie, pour commencer, et puis surtout la production industrielle. Pourquoi acheter de la ferraille européenne qu'on fabrique chez nous? Je vois pas l'intérêt. Eh bien, c'est la même approche qu'on doit avoir. Il faut être pragmatique et il faut tout faire, effectivement, pour que le pays puisse sauvegarder ça. Je prends un exemple très concret. Par exemple, en Europe, l'Italie des années 90, avant l'arrivée de l'euro, choisissait volontairement de dévaloriser la lire. La lire italienne. Pourquoi? Parce que ça a augmenté, c'est un pays industriel, ça a augmenté de façon considérable sa production industrielle et son exportation. Si on n'est pas capable de favoriser ces entreprises au profit des entreprises qui importent, eh bien, au bout d'un moment, qui sera le maître du monde? Ce sera la Chine. Parce qu'elle, c'est une exportatrice nette, elle sait ce qu'elle fait et elle le fait très bien. L'Allemagne, c'est pareil. Elle exporte 1750 milliards par an de produits manufacturés, voitures et autres. Pourquoi? Parce que l'Allemagne a protégé ses industries. C'est le seul pays européen avec autant de constructeurs. Parce qu'il favorise leurs industries au détriment des importations. Il n'y a pas de protectionnisme, mais c'est quasiment ça. Eh bien, l'Algérie doit penser en ces termes-là. Le protectionnisme patriotique est nécessaire pour sauvegarder notre pays. Nazim, je voulais justement avoir ton avis là-dessus, sur justement la production locale et
Et en fait, cette politique finalement de restriction des importations, est-ce que ça va pas avoir des effets finalement, des effets pervers hein, sur l'économie, sur la présence de certains produits finalement sur le marché algérien? Alors écoute, j'ai suivi vos échanges à tous les deux très attentivement. Effectivement, c'est bien qu'on pose les mots justes. En fait, il ne s'agit pas de restriction, il ne s'agit pas d'interdiction, Ouais. mais il s'agit de régulation. En fait, on veut tout simplement réguler les importations en Algérie pour la simple et bonne raison, c'est qu'on veut préserver le tissu économique local, on veut préserver aussi la devise algérienne qu'on garde précieusement, également aussi préserver nos réserves de change, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, elles sont environ de 85 milliards de dollars, ce qui représente environ 16 mois d'importation. Donc c'est très important aujourd'hui d'expliquer au public qu'il ne s'agit pas de restriction, mais de régulation. On veut réguler les flux entrants en Algérie que l'on estime, à juste titre, parfois inutiles. On ne va pas limiter, par exemple, l'importation qui sont nécessaires à la fabrication du produit fini ou la fabrication de produits semi-finis. Il y a par exemple des machines-outils qui sont nécessaires pour fabriquer des produits manufacturés que l'on ne va pas interdire et que l'on ne va même pas taxer. C'est pour vous dire à quel point aujourd'hui il y a quand même une ouverture des autorités à ce sujet. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas une sorte de protectionnisme d'État où on fait du dumping ou ce genre de choses. Pas du tout. Par contre, en tant que pays souverain, en tant que pays qui veut préserver les deniers publics, il y a une politique actuellement qui permet justement de dire est-ce que l'on peut pas mettre en place des outils qui vont permettre l'émergence d'un tissu local de production qui va nous permettre justement de réduire notre dépendance à certaines importations. Et on va partir sur des produits qui ne nécessitent pas une sophistication extrême. Par exemple, du ketchup, de la mayonnaise, des chips, parce qu'il faut le savoir. Et Gamal l'a très bien rappelé. Quand on veut parler d'Algérie, il faut comprendre l'histoire de ce pays. Son histoire intrinsèque, mais son histoire économique. Il fut un temps, en Algérie, il y avait l'importation de tout. C'était l'import-import. Tout était importé et ça donnait le sentiment qu'il y avait une sorte d'abondance et un marché qui est complètement servi avec des prix raisonnables, mais on s'est aperçu que derrière, une petite partie de ces importateurs, je généralise pas, mais une toute petite partie de ces importateurs procédaient à de la fraude, procédaient à de la surfacturation et à de la fuite de capitaux, sans que forcément ça ait permis justement l'émergence d'un tissu de production locale qui soit performant. Au départ, cette mesure, elle n'est pas démagogique, elle n'est pas populiste, elle a été faite dans un esprit, je dis bien au départ, dans un esprit de voir l'émergence justement d'entreprises locales qui puissent améliorer l'outil de production. Et c'est ça le but, et c'est le but recherché de tous les pays du monde. Maintenant, c'est de se dire où est-ce qu'on place le curseur. C'est ça le plus important pour moi. C'est de se dire qu'est-ce que j'interdis totalement, qu'est-ce que je permets d'entrer, qu'est-ce que je surtaxe, qu'est-ce que je taxe et qu'est-ce que je laisse totalement entrer sans dédouanement. Vous voyez, et c'est là où c'est un sujet qui est ouvert, où on peut discuter avec les opérateurs économiques, avec les pouvoirs publics, c'est de se dire à quel moment on place le curseur sans étrangler l'économie algérienne, mais sans non plus l'ouvrir à des choses abusives ou des situations qui vont compromettre justement l'essor de nos acteurs locaux. Très très clair. On va arriver à la fin de l'émission parce que tu dois nous quitter, Nazim. Vous savez comment ça se passe. Je vous laisse juste le mot de la fin. Je vous laisse 2 minutes chacun pour un peu conclure sur ce sujet, ce qu'on a balayé. Je vais donner la parole à Gamal d'abord et puis je te laisserai conclure, Nazim, avant de dire au revoir à nos auditeurs. Le mot de la fin, il est pas très compliqué en réalité. Quand on lance un appel aux Algériens de vouloir investir au pays, on reçoit des centaines de contacts, de personnes qui cherchent à vous envoyer des mails, vous téléphoner, des messages sur Facebook. Enfin, c'est ce que j'ai reçu, c'était incroyable, avec une véritable dynamique parce que il y a quelque chose qui est chevillé au corps des Algériens, ce que certains ont appelé un peu mal la fierté nationale, effectivement. C'est qu'ils ont l'idée de se dire que c'est un pays dont tout est possible. C'est le plus grand pays d'Afrique, c'est le plus grand pays arabe. C'est un pays, et c'est une qualité que certains n'ont pas comprise, qui n'a pas de dette. C'est important parce que ne pas avoir de dette extérieure, j'ai bien de dette extérieure, d'accord ? Donc ne pas dépendre de l'extérieur, on a connu ça à une époque où le pays était quasiment sous contrôle, ça permet d'avoir une liberté d'action et de réinvestissement. Quand on parle beaucoup du voisin de l'Ouest, il a une dette de 70 milliards de dollars. Je compare toujours avec l'Algérie. Nous, on était en panique dans les années 90 avec 30 milliards de dettes. Et on avait du pétrole et du gaz.
Le côté 70 milliards, ça inquiète personne, mais bon. Donc c'est pour dire, et je le déplore, moi je suis pas du tout content quand un pays arabe se casse la figure, hein, je vous le cache pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'on a un pays qui a une dynamique. Il y a un nationalisme qui est très fort. Il y a une volonté de briller et de faire du 100% algérien. C'est un mot qu'on entend tout le temps, l'Algérie, 100%, 100%, 100%, parce qu'on pense que c'est possible, parce qu'on a cru que c'était possible et qu'on le fera. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce retour de confiance vis-à-vis de la diaspora, qui n'existait pas pendant très longtemps, il faut être très clair, hein. Avec des billets d'avion très bas, maintenant, on n'est plus au prix de dingue de 600, 700 euros. Avec une ouverture, le Airbnb se généralise, des hôtels qui se construisent en cascade, des conditions de vie qui s'améliorent, avec une qualité en termes de réception qui est incomparable. Moi, j'étais impressionné, je vous le cache pas. Quand j'étais là-bas, en lambda, je suis pas arrivé connu parce que la télévision, pas du tout, je suis arrivé, j'ai pas fait télévision exprès pendant 2 jours, juste pour voir les gens et pour leur parler. Et à chaque fois, j'entends la même chose, vous êtes chez vous. Ils savaient très bien que je venais de France. Vous êtes chez vous, bienvenue. Voilà ce que j'entendais. C'est-à-dire que tout est possible. Ça ne veut pas dire qu'il y a que des anges, ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui ont des défauts, évidemment. Mais cet esprit général, je l'ai noté chez les riches, chez les pauvres, chez le lambda, chez le commerçant, chez le taxi. À chaque fois, on entendait ça avec le sourire. Et ça doit encourager les Algériens à investir chez eux. Je vais le faire. Nazim l'a déjà fait. Moi, j'ai commencé à monter une structure là-bas, une structure d'exportation. Moi, mon sacerdoce, c'est l'exportation. Et je vais tout faire pour que des gens fassent comme moi. Je veux qu'on me copie. Ça me dérange pas, moi, d'être copié si ça marche. Qu'on fasse mieux même encore. Donc, j'ai beaucoup de gens qui le font déjà. Il y a plein d'initiatives qui sont prises. Mais il faut pas hésiter parce que ce pays recèle tous les espoirs que le monde arabe n'a pas su relever. Ils se sont tous effondrés, sauf l'Algérie, qui est passée par des caps extrêmement difficiles, mais qui a toujours su tenir la dragée haute à la difficulté et au destin. Donc aujourd'hui, ce pays a toutes les conditions requises pour réussir, et on a surtout, et c'est important de le rappeler, ce que l'Irak a fait en 70 à Saddam Hussein, il a fait appel à sa diaspora pour faire d'un pays qui était un pays essentiellement rural, une grande puissance industrielle, 20e position avant la guerre contre l'Iran quand même, c'est pas rien. Donc c'était une très grande puissance qui m'a malheureusement été balayée. Et bien l'Algérie, c'est pareil. On a 20% de notre population qui est en dehors des frontières. 20%, c'est 7 millions d'habitants. C'est énorme. 20% de notre population qui sent que le vent du boulet commence à souffler en France, par exemple, avec l'extrême droite, qui sent que finalement, où qu'ils aillent, de toute façon, il y a une irréductibilité, comme le disait Hannah Arendt, de l'algérianité, pour le coup, et pas de la judaïté, et qui sent qu'on doit faire quelque chose pour ce pays qui nous a pas vraiment apporté beaucoup à une époque, mais qui peut tout nous donner aujourd'hui si on lui donne tout. Donc, je pense que c'est une possibilité. Et moi, je parle pas aux Algériens en tant que troupe, en tant que groupe, qui serait une sorte de communauté constituée, j'y crois pas du tout. Moi, je parle aux Algériens en tant que singularité, en tant qu'individu, et j'aimerais que, si ma parole touche une personne qui sera le futur Bill Gates, eh ben, je serais content de ce résultat-là. C'est-à-dire faire en sorte que chaque Algérien fasse sa part du gâteau et mette sa pierre à l'édifice. Le reste m'importe peu. Le plus important, à mon sens, c'est la réussite de notre pays. Merci, Gamal. Message très positif. Merci. À toi, Nazim. Bah écoute, pareil que Gamal, moi je suis très ému à chaque fois quand on parle d'Algérie, quand on parle de revenir au pays. Et Gamal a dit beaucoup de choses parce que là, tu sais, on touche au cœur des gens, on touche à quelque chose qui les transcende. Et c'est vrai, hein, on est, je crois qu'on doit être un des rares peuples au monde à vivre ça. On a un rapport avec l'Algérie qui relève du mystique, de l'amour, parfois un peu vache, parfois de l'amour fou, parfois de l'amour irrationnel. Mais il faut juste se dire une chose, c'est que toutes les personnes qui écoutent et qui nous regardent, c'est de se dire que c'est un pays qui accueille tous ses enfants, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Et combien même il y a des lacunes, combien même il y a des difficultés, si nous ne sommes pas là pour relever ces défis, si nous ne sommes pas là pour aider à se reconstruire ce pays, qui va le faire? En fait, ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'il n'y a pas deux Algéries, il n'y en a qu'une. Et ce que vous ressentez pour ce pays, quand on aime vraiment l'Algérie comme on aime justement ses parents, sa mère ou son père, on doit répondre à cet appel. Aujourd'hui, il y a des opportunités. Après, encore une fois, c'est pas un Eldorado. Je veux pas non plus qu'on dise que ça va être facile. Les gens vont pas arriver. Il y aura pas un chèque qui va les attendre à l'aéroport avec un tapis rouge. C'est un marché comme un autre. Il faut se faire sa place. Il y a des concurrents. Il y a des gens qui sont arrivés avant vous. Il y a des gens qui viendront après vous. Le monde ne s'arrêtera pas à vous et l'Algérie ne s'arrêtera pas de tourner sans nous. Je veux dire, c'est voilà, dans le sens où si on prend pas justement cet appel-là à revenir en Algérie, d'autres personnes le feront. Et moi, je crois sincèrement et fondamentalement que ce pays est promis un bel avenir. On s'est relevé de 132 ans de colonisation. On s'est relevé de 10 ans de terrorisme. On s'est relevé de toutes sortes de crises politiques. Honnêtement, j'ai rarement vu un pays avec autant de résilience. Et combien de personnes avaient crié la perte de ce pays? Et regardez aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est ce qu'il faut dire, grâce à Dieu, on est debout. Et
tout n'est pas rose. Il y a encore des difficultés, des problématiques d'inflation, des problématiques d'employabilité. On en a parlé. Il y a encore il y a une sorte de mal-être chez certaines franges de la population. Mais ça, c'est dans tous les pays du monde. Est-ce qu'il y a un pays aujourd'hui où tout est parfait? Ça n'existe pas. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, moi, à mon sens, et là, ce que je vous dis, c'est vraiment sincère, hein, c'est pas l'enseignant qui parle, c'est pas l'entrepreneur, c'est Nazim Sini, l'homme. Et je vous dis vraiment, si vous ressentez cette petite fibre au fond du cœur, allez-y parce que vous ne serez pas déçus. Et surtout, vivez votre propre expérience algérienne. N'écoutez pas les autres, ceux qui ont échoué, vivez votre expérience. Personne peut vous parler d'un plat si vous l'avez pas goûté. Vous pouvez pas savoir si vous avez aimé ou pas, mais si vous allez vivre votre propre expérience en Algérie, là, vous pourrez dire, OK, ce pays, j'ai pu réussir, j'ai pu faire des choses. Ou au contraire, non, finalement, ça m'intéresse pas. Mais en tout cas, il faut que vous fassiez le pas vous-même sans écouter les qu'en dira-t-on, etc. Merci beaucoup. Merci en tout cas des messages très positifs. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation malgré quelques petits problèmes techniques. On a réussi à balayer en fait finalement un grand nombre de questions. Et puis on aura l'occasion de toute façon de parler de tout ce qui est entrepreneuriat, etc. dans le futur. Je pense que c'est une obligation. On le voit de toute façon. Il y a de plus en plus d'Algériens qui veulent investir dans le pays, qui sont en train de bâtir des projets justement dans leur pays d'origine, voire carrément de revenir habiter en Algérie, carrément. Surtout. J'en ai vu. Voilà, il y en a de plus en plus. Moi, j'ai parlé la dernière fois à un ami justement qui a un projet il est informaticien, il a un projet de lancer sa boîte justement en Algérie dans les prochains mois. Donc voilà, il y a un avenir effectivement qui a l'air du moins qui donne de bonnes perspectives et qui sera, je pense, j'en suis convaincu, brillant. Merci beaucoup, messieurs. On va conclure là-dessus et voilà. En tout cas, je voudrais juste rappeler à nos téléspectateurs ou si vous nous regardez sur YouTube ou à nos auditeurs si vous nous écoutez sur une plateforme de streaming, n'oubliez pas de vous abonner, de partager bien évidemment cette vidéo ou ce podcast. Partager justement ce message positif, ça ne permettra que d'améliorer les choses, ça c'est une évidence. Et puis merci de mettre bien évidemment un like, de commenter. Est-ce que vous avez été d'accord ou pas avec les analyses de Nazim et de Gamal? Je pense qu'ils seront contents aussi d'avoir votre feedback. Je vous souhaite une bonne continuation, messieurs, et puis on se retrouvera avec nos auditeurs, Inch'Allah, lors de l'épisode 7. Au revoir. Avec plaisir, au revoir.